Salut les apprentis photographes. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi les comparatifs de matériel photo, ça sert à rien. Le monde de la photo, c'est vraiment un monde de techniciens. À chaque fois qu'il y a un nouveau matériel qui sort, un nouvel appareil, un nouvel objectif, il y a une cohorte de nouvelles vidéos, de nouveaux tests, de nouveaux articles, de nouveaux comparatifs qui sortent en même temps. Et la très grande majorité de tous ces tests, ce sont des tests techniques. Mais alors, très techniques, hein. Quelques exemples. Quand je tape sur Google test Fuji X-T4 ou alors review Fuji X-T4, moi j'aime bien faire mes recherches en anglais, pas pour me la péter mais parce que je trouve qu'il y a souvent plus de résultats, je tombe sur ce genre de site de test. Je vais pas donner de nom parce qu'ici le but c'est pas de faire du bashing, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. De toute façon il y en a plein de sites comme ça, ce sont des sites qui font des tests ou des comparatifs très techniques, très détaillés de chacun des nouveaux appareils photo qui sortent. Donc là, si on s'amuse à regarder un petit peu les détails du test, on s'aperçoit que le Fuji X-T4, sur la notice utilisateur, il y a marqué qu'il avait une rafale à 15 images par seconde, et que quand on fait le test, en fait, il monte jusqu'à 15,84 images par seconde, ce qui est vraiment beaucoup plus. Ça, c'est pour la rafale lente, et que pour la rafale rapide, il peut monter à 21,33 images par seconde au lieu de 20 images par seconde. Piou, quelle différence fabuleuse! Heureusement qu'on a lu un test pour avoir cette information cruciale. 0,84 images par seconde de plus que prévu. Ouh. Toujours ce même test sur le Fuji X-T4, il nous apprend que l'autofocus du Fuji X-T4 parvient à faire la mise au point sur un sujet en 0,17 secondes, ou 17 centièmes de seconde si vous préférez. Et on peut, tout en restant sur le même site, aller voir le test d'un autre appareil photo pour comparer. Donc moi j'ai choisi d'aller sur la fiche du Nikon Z7 II, c'est comme ça que ça se dit. Et là on s'aperçoit que l'autofocus de ce fameux Nikon Z7 II, c'est de 14 centièmes de seconde. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Fuji X-T4 fait la mise au point en 17 centièmes de seconde, alors que le Nikon Z7 II fait la mise au point en 14 centièmes de seconde. Il y a une différence énorme de 3 centièmes de seconde. C'est monstrueux! Bon allez, plus sérieusement, est-ce que vous mesurez à quel point ce genre de données, c'est du coupage de cheveux en 4? Et encore, je dis ça pour être poli, parce que je sais que ma nièce regarde les vidéos. Salut Rafa. Donc je veux pas dire de gros mots, mais vraiment, c'est du coupage de cheveux en 4. La précision extrême... Il y a du bruit dans le couloir. La précision extrême avec laquelle ces tests, la précision scientifique absolue avec laquelle sont faits ces tests est extrêmement impressionnante, je leur donne ça. Mais j'ai l'impression que les gens oublient tout simplement que la finalité de l'achat d'un appareil photo, c'est pour créer des souvenirs ou faire des photos en tant que pratique artistique. Mais qu'il n'y a aucun moment, c'est de faire la course qui a l'autofocus le plus rapide. Je mets de côté les photographes professionnels qui, eux, ont des besoins légèrement différents, mais même chez les photographes professionnels, la plupart des gens n'ont pas besoin d'un piqué absolument incroyable. Quand on fait de la photo de mariage, la photo sociale, le piqué n'est pas si important que ça. Ça sera différent, bien sûr, quand on commence à faire de la photo commerciale, de la photo de produit. Et là, oui, les problématiques de piqué et de résolution vont être beaucoup plus importantes. Mais bon, c'est vraiment un cas extrêmement précis. Regardez ça, les gens qui font ces tests vont jusqu'à créer des scènes avec plein de petits détails juste pour pouvoir tester la précision d'un objectif. Le piqué, comme on dit, en laboratoire, au dixième de centimètre près, dans une situation qu'on ne va jamais rencontrer en pratique. Est-ce qu'on pense vraiment que cet objectif qui est un tout petit peu plus piqué, ça va changer la vie quand on va l'acheter? Est-ce que vous pensez vraiment que ces fameux 3 centièmes de seconde, ça va changer quelque chose au moment de faire une photo? Non, en pratique, on va même pas s'en apercevoir. Autre exemple, le Sony A7R III, il est noté sur le site DxOMark, qui est un site de test peut-être le site le plus connu, le plus gros. Il est donc noté avec la note de 100 en note globale. C'est la plus haute note que délivre le site. Est-ce que ça veut dire que c'est le meilleur appareil photo du monde? Mais ça n'a aucun sens de donner une note globale. Ça veut dire quoi, le meilleur appareil photo du monde? Est-ce que c'est le meilleur appareil photo pour faire de la photo de rue? Est-ce que c'est le meilleur appareil photo pour faire de la photo animalière? Ou est-ce que c'est le meilleur appareil photo pour faire de la photo en vacances ou en randonnée? Bah tiens, par exemple, en parlant de randonnée, si on peut trouver un appareil photo qui est 5% moins bien, donc qui va être noté que 95 sur DxO, mais qui est 50% moins lourd, et donc on va pouvoir porter beaucoup plus facilement en randonnée, est-ce que c'est pas beaucoup plus intelligent? Donc ce principe de donner une note globale, pour moi, n'a absolument aucun sens. Le meilleur appareil photo, c'est celui qui est adapté à vos besoins. Le meilleur appareil photo, c'est celui qui est fait pour vous. Et ça peut pas être résumé avec une note sur 100. Et c'est pour ça que je vous dis que ces tests ne servent à rien, parce qu'ils sont extrêmement éloignés d'une utilisation terrain. Ils sont complètement déconnectés de la réalité, en fait. En fait, les comparatifs photos, c'est les politiciens de la photo. Ils sont complètement coupés des réalités, coupés du terrain. Tout pareil. Personne sur le terrain ne va voir la différence entre 0,14 secondes pour faire l'autofocus ou 0,17 secondes. Personne. Personne non plus ne verra la différence s'il a un appareil photo qui fait 13 grammes de plus que son appareil photo d'avant. Je suis sérieux, j'ai vu ça dans un test. 13 grammes de différence. Qui s'en fout, sérieux? Pour moi, toutes ces infos, toutes ces données, tous ces chiffres, c'est vraiment de la nourriture à geek du pixel. Mais en pratique, ça n'a que peu de valeur. Alors, est-ce que les tests servent 100% à rien?
pas tout à fait, on peut quand même y glaner quelques informations intéressantes. Et puis dans certains cas, les tests sont faits sur des modèles de pré-production, et donc ça permet de détecter des gros problèmes et de donner un petit peu de temps au constructeur pour pouvoir rectifier le tir avant la production de masse. C'est arrivé il y a quelques années sur je sais plus quel appareil qui surchauffait par exemple, et le constructeur a pu corriger le souci. Donc bien sûr qu'on peut lire quelques tests pour se renseigner un peu sur ce qui se fait dans le monde de la photo, parce que ça nous intéresse, puis bien sûr se renseigner un petit peu sur ce que notre futur appareil photo a dans le ventre. Mais ce qu'il faut vraiment pas faire, c'est oublier tout le reste, se perdre dans les chiffres et prendre ses décisions basées sur des centièmes de seconde. Mais heureusement, dans tout ce brouillard de tests tout à fait scientifiques, il y a une lueur au loin. Cette lueur, c'est des gens qui font des tests différemment. Et oui, ça existe, tous les tests ne sont pas pourris et à jeter. Ces tests que je trouve intéressants, ce sont les tests terrain. Des photographes qui vont prendre un nouvel appareil, un nouvel objectif, et qui vont l'emporter sur le terrain avec eux pendant une rando, pendant des vacances, pendant des prestations, et qui vont nous faire un retour d'expérience sur ce qu'ils ont ressenti à l'usage. Pour moi, ça, c'est vraiment important, beaucoup plus important que quelques centièmes de seconde ou quelques grammes. Parce que c'est à l'usage qu'on va se rendre compte qu'il y a des petits détails qui vont faire toute la différence. Ce petit truc super bien pensé qui est vraiment très pratique, ou à l'inverse, cette trappe qui s'ouvre dans le mauvais sens et qui est très gênante à l'usage. C'est le genre de petits trucs qui ont l'air pas si intéressants que ça, qui vont jamais être regardés dans un test, parce que ça ne peut être vu qu'à travers une utilisation sur le terrain. L'ergonomie, c'est quelque chose de super important, et souvent dans les tests, même les tests techniques, il y a un petit paragraphe sur l'ergonomie, mais l'ergonomie, on peut pas avoir un avis dessus si on l'a utilisé notre appareil photo que sur un banc de test d'usine. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Il faut l'emporter dans la rue et faire des vraies photos. J'ai un petit exemple qui vient de me revenir là. Je me rappelle avoir vu un test sur un objectif il y a longtemps, et c'était un objectif qui avait une bague d'objectif non crantée. C'est-à-dire que pour changer l'ouverture, ça n'avait pas des petits crans comme il y a parfois sur l'objectif, c'était une ouverture, je crois que c'est ouverture douce, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de cran. Et lui, il trouvait que c'était hyper agréable à utiliser parce que du coup, ça ne faisait absolument aucun bruit, puis il y avait un côté un petit peu contemplatif au fait de faire des photos en réglant très précisément avec la bague d'ouverture. Et ça, c'est un genre de détail, ça a l'air minuscule, ça a l'air d'être presque rien, mais pourtant, pour certaines personnes, ça va être assez important, et c'est intéressant que à l'usage, on puisse nous dire bah ouais, moi ça m'a plu pour ça, ou ça m'a pas plu pour ça ou pour ça. Alors que dans un test technique, on vous aurait juste dit bon bah, il n'y a pas d'ouverture crantée, point, c'est comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le ressenti des gens, le ressenti des vrais photographes. Ce sont ceux-là, les tests que j'aime bien regarder, même si en pratique, j'en regarde jamais, parce que j'ai pas prévu de me racheter du matos bientôt. Mais puisque je crache sur les tests matos trop techniques, comment faire pour choisir un nouveau matériel photo, un nouvel appareil ou un nouvel objectif quand on a envie d'en racheter un? Moi je pense que le meilleur moyen de savoir si un appareil photo est fait pour vous, c'est de l'utiliser. L'ergonomie, on en a parlé juste avant, c'est pour moi le critère le plus important de savoir si vous êtes bien avec cet appareil, s'il vous tient bien en main, si vous êtes à l'aise avec les menus, si vous êtes à l'aise avec les réglages. Ça, c'est le plus important. Et du coup, pour l'essayer, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez de la chance, vous avez un copain qui en a un, vous lui empruntez pendant une journée, soit vous allez dans un magasin, alors pas un grand magasin comme la Fnac, ça va pas être possible, mais vous allez chez votre petit revendeur d'appareils photo dans votre quartier, pas loin de chez vous, vous demandez si vous pouvez emprunter un appareil photo pour quelques heures. Moi j'ai déjà fait ça dans un magasin de photo, le gars m'avait juste demandé de me laisser ma carte d'identité ou mon passeport en échange de l'appareil photo pour être sûr que je ramène l'appareil photo, c'est assez logique. Et ça permet de prendre en main un appareil photo pendant un peu plus que 2 minutes dans un magasin, mais d'aller faire de la photo dans la rue, donc on peut faire des photos de gens qui bougent, des photos dans différentes situations, et au bout d'une heure avec l'appareil photo en main, on le maîtrise pas encore, mais on a déjà une idée de si on va apprécier l'utiliser. Et si vous ne trouvez pas d'endroit pour emprunter un appareil photo, vous pouvez tout simplement le louer. Vous le louez pour quelques jours, une semaine, ça va vous coûter, je sais pas, une centaine d'euros à peu près, et 100 euros c'est pas grand chose par rapport à un appareil photo à 2500 euros, donc si vous voulez être sûr de pas faire d'erreur, commencez par le louer quelques jours pour être sûr et le prendre en main. Personnellement, moi j'avais fait ça quand j'ai acheté mon premier X-T2, j'étais allé dans un magasin, j'avais récupéré le X-T2, j'étais parti me balader avec en ville pendant 1 heure, et j'étais revenu, j'ai dit ok, il est parfait pour moi, je l'achète. J'en ai pas eu besoin quand j'ai acheté le X-T3, parce que pour le coup, je connais maintenant l'ergonomie Fuji, je maîtrise parfaitement, et en termes de réglage et tout ça, il y a très peu de différence entre un X-T2 et un X-T3, donc il n'y a pas besoin de reprendre en main, je savais que ça allait me plaire. Il y a une précision importante que je voudrais faire, c'est que je ne jette pas la pierre aux personnes qui font ces tests-là. Déjà parce que ces tests sont très bien faits la plupart du temps, c'est vraiment très sérieux, et qu'en plus, s'il y a tant de contenu sur la question, s'il y a tant de vidéos qui sont centrées sur la technique, s'il y a tant d'articles qui parlent de centièmes de seconde, c'est parce que ça intéresse les gens, parce que les gens lisent ça. Donc les gens qui font les tests, ils ont juste envie de donner au lecteur ce que le lecteur a envie d'avoir. C'est incroyable, dans le monde de la photo, les contenus sur le matériel sont les contenus les plus regardés. C'est vraiment fou. Si je fais demain une vidéo qui dit « Ouais, test complet de mon Fuji X-T4 », je peux vous dire que j'ai une tonne de vues, que c'est sans doute la vidéo la plus vue de ma chaîne en quelques jours.
En plus, pour en revenir aux gens qui font les tests, de plus en plus, sur les sites que j'ai regardés, il y a en plus des tests techniques, un petit test terrain. Pour moi, c'est pas encore assez, mais ça va dans la bonne direction. Que je remets en fait vraiment en cause avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est pourquoi nous, consommateurs, on se base sur les mauvais critères pour choisir nos appareils photo. Bonne question, hein. J'ai une petite théorie là-dessus, mais bon, je suis pas psychologue. Je pense que les chiffres, ils ont un côté rassurant. Il est beaucoup plus facile de comparer des chiffres que de parler d'un ressenti. Donc quelque part, le photographe, il est assoiffé de ces chiffres qui vont lui donner une bonne raison factuels d'acheter un appareil photo qui vont le dire qu'il a fait le bon choix. J'espère que ce petit billet vous aura fait un petit peu réfléchir à la manière dont vous choisirez votre prochain appareil photo. Je vous rappelle que je n'en veux à personne, surtout pas les gens qui font ou qui regardent ces tests, vous faites bien ce que vous voulez, je donne juste mon avis, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à cette chaîne, de me suivre sur Instagram @paul_napo. Et si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé un mini cours gratuit qui s'appelle le pack photographe débutant. C'est un cours que je vous envoie tous les jours par mail pendant 7 jours. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Je vous rappelle que c'est complètement gratuit. Je vous souhaite à tous de bonnes photos et à la semaine prochaine.